mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les débats portant sur le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution se poursuivent. Ce mercredi, c'était au tour des jeunes de se prononcer sur le document. Le docteur Prince Pierre Sonson invite les autorités concernées à déployer l'artillerie lourde en matière de lutte contre le coronavirus. Selon le spécialiste, les Haïtiens ont baissé la garde. La jeune capoise Rose Lumane Saint-Jean a remporté mardi le prix du public TV5 Monde au concours international d'éloquence à la Sorbonne à Paris. Le secrétaire d'État à la jeunesse dit espérer que la population arrive à mieux cerner le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution, ce qui leur permettra, selon lui, de faire le bon choix lors du référendum constitutionnel. Selon Charlot Jacquelin Junior, seule une bonne compréhension de l'avant-projet facilitera un vote responsable de la population. De son côté, Pascal Adrien, jeune écrivain et homme politique, invite la société à s'approprier du processus référendaire pour faire des propositions pour avoir une constitution qui reflète la vision de la population haïtienne. Charlot Jacquelin Junior et Pascal Adrien ont fait ces déclarations mardi lors du 5e débat tenu sur l'avant-projet de nouvelle constitution à l'hôtel Ritz-Kinam à Pétionville. Question nouvelle constitution, c'est une question qui suscitait un pile débat à l'échelle nationale et un pile débat contradictoire. Donc c'est une raison qui fait que l'autorité étatique entend faire des séances de débat sectorielles pour que yo plus ou moins expliquer mon qui ça qui gagne en dans proposition de texte là comme contenu. Et jeudi justement c'est thématique jeunesse là qui est à l'honneur. L'attente fondamentale c'est une meilleure compréhension de auditoire là, de public là, de texte là. Parce que les citoyens sont libres de leur choix, ils sont capables, le président dit plusieurs fois tout d'ailleurs, ils sont capables de voter pour, ils sont capables de voter contre, parce que c'est une proposition de texte, mais l'essentiel, ils doivent voter pour, ils doivent voter contre en connaissance de cause. Pas parce que il y a des gens qui disent n'importe quoi dans la rue. Donc c'est pourquoi justement nous tenons à faire des réflexions sectorielles pour que nous mieux informer Mounio, mieux expliquer Mounio qui ça qui gagne dans le texte là en termes de contenu. Nous estimons aujourd'hui si un processus de référendum qui est enclenché, faut-il bien que nous comprenions, faut-il bien que nous participions dans le débat autour de lui, de telle sorte que la société a approprié le projet. Il n'est pas capable le projet d'un gouvernement, il n'est pas doué le projet d'un homme ou d'une femme au pouvoir, mais faut-il bien que cette société dans son ensemble qui ouvre le processus là, garde, critique, approprie le, pour me répéter, de telle sorte que la constitution capable gagner in fine li c'est constitution que société a dans son ensemble dans sa grande majorité li entend li soli. Mais pour le principe du référendum nous sommes pour. Si nous sommes pour le principe, faut-il bien qu'on y a là nous venir pour nous dire dans principe là que nous pour lire en termes de contenu et par rapport au processus, mais qui ça nous-mêmes nous gagnons comme compréhension. Quitte à ce que CCI à lui-même li fait débat ensemble avec nous, li confronter point de vue de telle sorte que nous voyons le juste milieu pour que nous avancions en toute stabilité, dans respect en l'autre, dans respect opinion, dans respect vision chaque monde. Une majorité d'Haïtiens convalescents refusent de se rendre dans les hôpitaux, confie le docteur Prince Pierre Sonson, directeur du principal hôpital public du centre. Il affirme que cette habitude n'a pas changé en dépit de la deuxième vague de coronavirus. Le médecin explique que de nombreux notables s'accrochent à leurs convictions. Certains en sont morts, le regrettent-ils. Selon le spécialiste, les Haïtiens ont baissé la garde.
Un système de base de données numériques est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale en vue de mieux régulariser le secteur éducatif, notamment lors des examens officiels de la 9e année fondamentale à la philo. L'annonce en a été faite par le directeur départemental de l'Ouest, Louis-Fritz d'Ormainville, affirmant que seuls les hauts responsables de l'institution auront accès à cette base de données confidentielle. Suivez ce compte-rendu de Rudolf Pierre-Louis. Une base de données numérique a été mise en place cette année, explique le directeur départemental de l'Ouest, Louis-Fritz d'Ormainville, qui fait le point. Parfois, si vous êtes dans la rue, vous dites ministère pas au fiche, ou bien vous pas inscrit. Mais réalité, il faut que nous baillons là aujourd'hui. Pour si vous avez l'examen, il y a un processus. Il y a des critères qui établissent, qui habilitent à l'examen. Vous connaissez le système, dit, si vous avez 4 ans, qui n'a pas fait 9e année, même si vous allez gourmet pour entrer là, il n'est pas entrer le système, dit, il n'est pas programmé pour le prendre si vous qui a moins que 4 ans pour aller l'examen année ça. C'était aussi l'occasion pour M. d'Ormainville de présenter certaines dispositions fraîchement adoptées à l'intention des lycéens dans l'optique des examens d'État. Le MNFP en a également profité pour s'inscrire en faux contre les allégations devenues virales sur les réseaux sociaux faisant état de fausses dates pour les épreuves. Si moun sa yo, nous mandé lycée yo commencer faire examen plus tôt année parce qu'il y a besoin plus de temps pour administrer examen yo puisque yo pas qu'à mettre même quantité élèves la salle yo te kon fait déjà yo et yo pas qu'à réunir tout lycée à tout en même temps. Et entre-temps, si moun sa a composé et yo même y a continué travail avec par rotation bien sûr, direction départementale là dit examen a commencé premier, l'a fini le 10 juin, nous tout porter des mentis formels là et nous te fait déjà, c'est pas ça qui te dit. Donc l'école lycée a commencé plus tôt, gen qui a commencé 1er juin, gen qui a commencé 2, ainsi de suite, mais pour éviter 3 petits monde pas dans le lycée ni dans la salle d'examen. Chaque année, des écoliers issus de différents établissements scolaires du pays ne disposent pas des fiches qui leur donnent accès aux salles d'examen. L'un des responsables du Bureau national des examens d'État, Ronan Michel, n'y va pas par 4 chemins pour expliquer cette situation. Il y a des petits gens qui utilisent des fraudes. Ce qui ça vous fait? Ils sont dans le département sud, ils n'ont pas passé dans le sud, ils ont venu inscrire dans l'ouest. Ils sont dans le département nord, ils n'ont pas passé, ils ont venu inscrire dans l'ouest. Eh bien, les gens, depuis mettre en un système, quel que soit côté dans le pays, l'a dit où tu es là déjà, mais qui m'a le fait dans telle école. Donc, si les gens ont un problème. Et pour cette raison, tout que il y a des confrontations qu'a faites entre des directeurs d'école, parce que nous constatons qu'il y a des petits gens que nous remarquons que nous voyons il est dans l'école X, il fait moyenne 7, il est dans l'école Y, il fait moyenne 3. Ou du moins, il fait moyenne 6 dans X, ou bien il fait moyenne 7 dans Y. Donc, si nous ne pas dans 2 écoles en même temps, et parfois dans 2 départements différents pour la même année. Avec ce nouveau système, le MNFP aura le plein contrôle du processus d'inscription en période d'examen. Ils sont plus d'une centaine de milliers, toutes catégories confondues, à y prendre part. Le BUNEX s'engage à déployer ses efforts et à mobiliser toutes ses ressources, poursuit Ronan Michel. Au niveau du BUNEX, il y a des décisions qu'on prend pour qu'à partir de l'année prochaine, si mon qui quelle que soit l'école côté là, l'a vérifier s'il inscrit ou bien s'il pas inscrit. C'est-à-dire à partir de numéro d'ordre, l'a mettre dans deux systèmes, dans la plateforme que nous avons, et bien dans quelle que soit l'école qu'il y a, depuis inscrit, l'a ça. Donc c'est pour éviter que des magouilleurs pas profiter prendre l'argent dans petit monde et puis il pas bâti mon information que le pas inscrit et puis à la fin l'examen pour arriver fait tout le monde prend la rue vient faire manifestation pour venir bloquer l'examen. Nous prenons toute disposition ça yo. Un système de base de données numériques mis en place par le ministère de l'Éducation nationale permettra de suivre en ligne les écoliers qui sont appelés à prendre part aux examens d'État suivant leur moyenne depuis la 9e année fondamentale jusqu'à l'étape NS4, autrement dit la philo. Cette base de données, toutefois, sera accessible uniquement aux hauts responsables du ministère. Soulignons dans l'intervalle que le mois de juillet sera consacré au déroulement des examens officiels. La 9e année fondamentale débutera à partir du 12 au 14 juillet,
le CEF du 12 au 16, la fin d'études secondaires du 26 au 29 et l'examen de français pour l'étape NS3 aura lieu le 30 juillet. En ce qui concerne le bac permanent, les inscriptions ont débuté depuis le 26 mai et prendront fin le 11 juin. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Excellente nouvelle. La jeune capoise Rose Lumane Saint-Jean a remporté mardi le prix du public TV5 Monde au concours international d'éloquence. Décerné par le public via un dispositif en ligne, le prix du public TV5 Monde récompense l'orateur ou l'oratrice ayant récolté le plus de votes sur la base de sa prestation lors de la demi-finale qui s'est déroulée le 14 avril dernier à la Sorbonne, à Paris. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute, qu'ont fait, que font ces pays amis, auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. Après nous avoir longtemps épargné, la pandémie de coronavirus avec ses nouveaux variants semble faire de sérieux dégâts en Haïti depuis quelque temps, au point d'avoir incité le gouvernement à instaurer un couvre-feu de 8 jours et après avoir déclaré l'état d'urgence sanitaire. Notre invité de ce soir, en direct depuis les studios de Metro News, est l'économiste William Savary, par ailleurs fondateur et président de Haiti Stock Exchange. Bonsoir William Savary et bienvenue dans les studios de Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir auditeurs et auditrices de Métropole, bonsoir tout le monde et bonsoir Haïti. Bon, j'ai fait allusion là rapidement à ce qui se passe maintenant avec le nouveau coronavirus. Et en effet, tous les jours, on apprend des morts, et souvent des amis d'ailleurs. En un mot, William Savary, quel a été et quel sera, si on peut prévoir, l'impact du coronavirus sur l'économie haïtienne? C'est pas toute l'économie haïtienne qui subit les effets du corona. C'est surtout les industries qui sont exposées, par exemple, au tourisme. Oui, les industries qui sont... tourisme, mais ça, c'est dans le monde entier. C'est ça. Donc, parce que l'agriculture continue de fonctionner, les gens continuent de travailler, la production continue, mais au niveau... Parce qu'il n'y a pas eu moins de production de riz, par exemple. Très bien. Okay? Donc, il faut vraiment, par exemple, les gars qui sont dans l'industrie de l'assemblage, du textile, bon, ils se sont organisés pour que la production continue. Parce que ce sont des gens qui ont des contrats qu'ils doivent livrer à temps. Voilà. Donc, ils doivent s'arranger. C'est ça. Donc, les banques continuent de fonctionner. Donc, les compagnies d'assurance continuent d'assurer les gens. Les entreprises qui fonctionnent en Haïti, qui ont besoin d'avoir de all risk insurance, ils continuent de fonctionner. Donc, c'est vraiment certains secteurs qui vraiment sont affectés. C'est pas toute l'économie qui est affectée. C'est pas l'ensemble. Et maintenant, le transport fonctionne. Vous comprenez? Oui, ça, il est évident que quand on circule dans les rues d'Haïti depuis quelque temps, même avec cette recrudescence des nouveaux variants, on ne voit pas beaucoup de différence. Il y a beaucoup plus de masques, les tap-taps sont toujours surchargés, les marchés sont toujours bondés, etc. Au niveau du port national, les bateaux arrivent, le pétrole arrive. Donc vraiment, c'est...
C'est limité. C'est limité, mais surtout, il faut surtout préserver son sens des mesures. Pour ne pas déclarer que Covid est responsable de tout, parce que ce n'est pas vrai. D'accord. Ensuite, il y a aussi la responsabilité individuelle. Les gens en Haïti, je constate, ont une tendance à rendre l'État responsable de tout. Ouais. C'est comme si les gens n'avaient pas absolument aucune responsabilité individuelle. Ouais. Depuis quand? Oui, bien sûr. Donc, premier point terminé. Deuxième point qui n'a rien à voir avec le premier, c'est qu'est-ce que vous pensez du projet de Bitgourd sur le modèle des bitcoins? Bon, alors, au prime abord, je dois vous dire de façon professionnelle, je suis un licencié des autorités monétaires américaines. En tant que licencié de professionnel du marché international du capital, j'ai des réserves que je me dois, okay? Et il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, okay. En vertu du respect de la réglementation du marché financier. D'accord. Okay? Première chose. Donc, la deuxième chose, c'est d'un point de vue technologique. La crypto-monnaie, c'est un asset class, un actif. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie comme un actif financier. C'est un actif qui est basé sur ce qu'on appelle le blockchain technology. Okay? Blockchain technology, c'est une technologie qui permet de créer un mécanisme où des entités sont identifiées à partir de numéros, à partir de lettres, pour que chaque chose ait une série de lettres et de numéros qui leur est attribuée. Donc, la notion de Bitcoin, c'est un algorithme. Ce sont des numéros et des lettres qui sont liés et qui sont décentralisés et qui permettent à ce que les gens fassent la spéculation sur les valeurs anticipées de l'algorithme. Oui, mais au départ, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle. Totalement virtuelle. Un algorithme. C'est un algorithme. Voilà. Très donc bien. Maintenant, lorsqu'on me dit qu'on veut faire un Bitgourd, okay, qui va écrire l'algorithme? Où sont les servers qui vont héberger les gens qui vont spéculer sur le Bitgourd? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement copier ce qui a été fait ailleurs et l'appliquer à Haïti? Non. C'est pas possible. Non. En fait, parce que les algorithmes sont liés à des activités spécifiques. Par exemple, le blockchain, c'est lié à des activités spécifiques. Donc, si vous voulez faire la spéculation sur le blockchain technology ou les bitcoins, il y a autre façon de le faire. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Coinbase, qui est une entreprise qui est cotée à la bourse, qui aujourd'hui se négocie entre 230 et 240 $, mais qui fait qui sert d'intermédiaire entre les transactions qui se font à travers Bitcoin. Okay. Il y a PayPal, que vous connaissez, qui est maintenant aussi s'implique dans la monnaie virtuelle. La monnaie processing. Yeah. Ouais. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle NVIDIA. NVIDIA, c'est une compagnie qui fait les graphiques et les chips qui facilite le coin mining, le mining de Bitcoin. Oui, parce que ce qu'il faut dire, William Savary, c'est que depuis quelque temps, tout le monde se lance dans les bitcoins. Et au départ, c'était quelques dollars, et aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. 40 000 $ à peu près. Voilà, donc 40 000 $. Maintenant, ce qui est important, c'est que il y a la tendance spéculative qui se fait. Forcément. Parce que les gens, en fait, sont attirés par la spéculation. Bien sûr. La fortune rapide, la fortune facile. Oui, ils vont jouer à la bourse. Ils vont jouer... pas jouer à la bourse, c'est pas de la bourse. La spéculation. Parce que la bourse, c'est beaucoup plus... Oui, c'est plus technique. C'est plus technique, et aussi, il y a les réglementations, il y a des choses qui sont permises, d'autres qui ne sont pas permises. Donc, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Donc, il y a une réglementation. Au niveau de Bitcoin, il n'y a pas de réglementation. Donc, marché totalement libre. Marché totalement libre. Donc, c'est vraiment empty at empty. C'est bien ce qu'on dit. Il faut vraiment distinguer
les activités d'investissement et les activités de spéculation. Spéculative. Et là, je fais la distinction très clairement. Pourquoi? Parce que, en vertu de ma formation professionnelle, je sais ce que ça veut dire de s'engager dans la spéculation, et je sais également ce que ça veut dire de s'engager dans l'investissement. Donc, quelqu'un qui veut jouer, qui veut spéculer sur le Bitcoin, je ne vais pas lui dire de ne pas faire. Hein, il faut être clair. Mais il faut faire connaissant les risques en face desquels vous vous trouvez. Et alors, donc, finalement, pour en revenir à Haïti, le Bitgourd, c'est un rêve un peu fou ou ça risque un jour de se matérialiser? Mais je pense que Bon, se matérialiser, ça veut dire qu'il faut l'implication de la Banque centrale. Hein? Maintenant, la notion de crypto-monnaie, ce sont des activités qui se font en dehors de la Banque centrale. C'est vraiment la notion, c'est ainsi que ça se vend. Parce que c'est totalement libre, etc. Il n'y a pas de réglementation. Mais le fait qu'il n'y a pas de réglementation ne veut pas dire... Et c'est exactement pour cette raison que les gens doivent fuir. Parce que lorsqu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'autorité habilitée à vous protéger. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau des organes de régulation, il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui a encore donné son aval à la crypto-monnaie. Il y a des efforts qui se font en Chine, où la Chine va lancer une crypto-monnaie chinoise au niveau national. Il y a aux États-Unis, au niveau de la Federal Reserve, il y a une discussion qui a été entamée pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir une crypto-monnaie américaine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toutes les fois, les banques centrales s'engagent, les grandes cinq, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, disons les 7, le Japon, la Russie. Si ces gars-là s'impliquent au niveau de la crypto-monnaie, ce qui va arriver, l'effet spéculatif va disparaître et le prix va trouver son niveau normal. Il va y avoir une certaine régulation. Absolument. Pour le moment, il n'y a pas de régulation, les gens... Donc, tout le volume, c'est d'eau, tu comprends? Mais dès que la régulation commence à s'implanter, c'est comme au moment avec l'arrivée de l'Internet. Et les gens ont mis du temps à trouver comment réglementer l'Internet. Le e-commerce et tout ça. Aujourd'hui, nous savons que Amazon a réussi follement, mais pour chaque Amazon, vous ne savez pas combien d'entreprises ont fait faillite. On fait faillite, oui. Absolument. Donc c'est vraiment... Il faut avoir la tête vraiment froide, il faut calculer. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est dans la finance, on est plutôt serein et on ne dit pas n'importe quoi. En conclusion, de manière un peu brutale, le Bitgourd, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, c'est peut-être aussi un acte politique aussi, ça peut être politique. Oui. Dernier point, William, et là on va essayer d'aller un peu vite parce que nous avons été longs sur les deux premières questions. Un mot de la relance économique mondiale, de ce que moi j'ai envie d'appeler le plan Biden. Le plan Biden, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Biden, c'est quelqu'un qui approche les 80 ans. Ou qui est 78, déjà, oui. Maintenant, c'est un gars qui a vécu les périodes de big government, de Keynesian economics, où il faut l'intervention de l'État pour relancer l'économie. Et maintenant, non seulement il faut les interventions de l'État, mais il faut l'intervention de l'État dans certaines industries clés. Ce sont les industries qui peuvent servir de levier pour autre chose. Et le point central de la grande intervention étatique américaine a été pendant la période de Keynes, c'est vraiment la construction, le développement de l'infrastructure. L'infrastructure est devenu le mot d'ordre, parce qu'avec l'investissement dans l'infrastructure, on développe tout ce qu'il y a autour. D'autant plus qu'en matière d'infrastructure, les États-Unis étaient arrivés à un degré très, très moche, minable. Absolument. Les routes, les ponts, tout ça était dans un état lamentable. Maintenant, avec un investissement massif dans l'infrastructure, il va pouvoir... Et quelle masse! Oui, maintenant ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu un investissement. Il y a aujourd'hui des efforts qui se font pour renforcer le chip industry aux États-Unis, parce qu'il y a, à cause de Bitcoin, des voitures électriques, la diminution de l'usage du hydrocarbure.
Il y a l'augmentation de processing, graphic processing. Donc il y a ces investissements très lourds qui se font. Pourquoi ils sont obligés de le faire? Parce que la Chine a une longueur d'avance sur eux. Absolument. Ouais? Donc, et même plusieurs longueurs d'avance. Donc ce qui veut dire, il y a... Et Biden, c'est quelqu'un qui croit fermement que l'État a un rôle fondamental à jouer dans le redémarrage économique. Il est en train de... Les mesures, Biden, si vous voulez, ce sont les mesures qui visent à investir massivement dans les infrastructures. Et c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, ça, c'est... Maintenant, à l'opposé de ça, il faut dire qu'ils se retrouvent en face des républicains qui sont contre toute intervention étatique. Et pour eux, les investissements dans l'infrastructure, et il faut dire que la définition infrastructure a été élargie pour inclure la santé. Absolument, pour inclure la santé, pour inclure les travailleurs de la santé. Pourquoi? Parce que la santé fait partie, l'infrastructure de la santé rentre d'emblée dans l'infrastructure nécessaire pour la croissance économique. Et j'imagine que le Covid n'est pas pour rien dans cet élargissement. Donc, absolument. Donc maintenant, il y a ça qui se fait, et il y a aussi la notion que du côté des républicains, l'investissement massif qui se fait va causer une chute dans la valeur du dollar et va causer une dépréciation de la monnaie, va causer le taux d'inflation, une augmentation du taux d'inflation, parce que l'intervention de l'État implique normalement une augmentation de la masse monétaire. Donc, en vertu de la théorie économique qui est en application chez eux, une augmentation de la masse monétaire égale une augmentation du taux d'inflation. Oui, mais si j'ai bien compris, la plupart des pays développés aujourd'hui souhaitent qu'il y ait un minimum d'inflation. Et si j'ai bien entendu, ils situent ça autour de 4 ou 5% d'inflation, ce serait l'idéal. Bon, maintenant, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il faut l'inflation, parce que c'est à travers l'inflation que les prix, l'augmentation continue des prix. Voilà. Et l'augmentation continue des prix vous permet de réaliser les profits. Et de rembourser les dettes plus rapidement. Voilà. Et aussi d'augmenter la production. Voilà. De façon, oui, donc l'extension de la production, il vous faut un certain niveau d'inflation. Maintenant, quel niveau d'inflation? Bon, ça, c'est débattable. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, William Savary. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir éclairé un petit peu sur ces 3 questions. Bonne continuation et à très bientôt. Merci, Serge. Merci, Métropole. Voilà, donc c'était l'économiste William Savary qui faisait un petit tour d'horizon des grandes questions économiques du moment. William Savary, économiste et président et fondateur de Haiti Stock Exchange. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.